janvier 2024, Rafael Nadal a marqué le monde du tennis de son empreinte, une fois de plus, en revenant sur les courts à Brisbane après un an d'absence. Mais son parcours, depuis son retour, est loin d'être ce que beaucoup avaient prévu. Entre un retour fracassant, une défaite surprenante et un nouveau forfait qui soulève des questions, on peut dire que le Mallorquin navigue dans des mers d'incertitude. Chaque décision, chaque pas semble nous mener vers un nouveau mystère dans la carrière déjà légendaire de Nadal. Et dans cette vidéo, nous allons nous plonger dans le cœur de cette énigme. Pourquoi, malgré les défis, Nadal persiste à vouloir jouer sur dur avec ce potentiel retour à Indian Wells? Quelle vérité se cache derrière ces récentes décisions et quel grand dessein poursuit-il à travers ses choix audacieux? Suis-nous dans une exploration détaillée des stratégies de Rafael Nadal. Entre détermination, passion et un potentiel adieu qui semble de plus en plus se rapprocher avec tout ce qu'il a pu apporter au tennis. Et l'Espagnol, c'est clairement un paradoxe vivant, un champion qui défie les attentes à chaque tournant de sa carrière. Alors, pure folie ou génie incompris, c'est ce que nous allons voir. Jingle. Bon, déjà, j'ai forcément envie d'entamer cette vidéo par rapport à ce qu'on a pu voir à Brisbane avec ses 3 matchs, 2 victoires, une contre Dominic Thiem et contre Jason Kubler et une défaite contre Jordan Thompson en 3-7 après avoir eu quand même 3 balles de match. Donc ça, c'est pas rien. Il aurait pu aller un petit peu plus loin dans le tournoi. L'Espagnol, même s'il s'arrête un petit peu brutalement en quart de finale avec une nouvelle désillusion et surtout une nouvelle blessure. Et Joris l'avait très bien fait en janvier. Je t'invite d'ailleurs à aller voir sa vidéo qui était excellente par rapport à ce retour nuancé de la part de Rafael Nadal. On peut dire qu'il y a eu du positif. Quand même, le bonhomme, il n'a pas joué depuis un an. Il faut se rendre compte ce qu'il arrive à faire, à battre Dominic Thiem, à battre Jason Kubler en 2-7. Bien évidemment, c'est pas forcément les maîtres du circuit actuellement, hein. On est loin de ça. Mais quand même, par rapport à ce qu'il a montré, il y avait de très bonnes choses, notamment une volonté offensive dans le jeu de l'Espagnol. Ça, c'est assez important. S'il veut raccourcir les échanges, s'il veut jouer moins pour préserver un petit peu son corps, il est obligé de passer par là. Et c'est ce qu'on a vu avec des frappes un petit peu plus tendues, côté coup droit, côté revers. Donc ça, c'est une bonne initiative de sa part. Après, qu'est-ce qu'on a vu, c'est que dans l'axe, il est toujours aussi bon, son bras part très très bien et il arrive à faire la différence. Ça a été le cas contre l'Autrichien et également contre l'Australien. Mais c'est un retour à nuancer également. Pourquoi? Parce que tout n'a pas été parfait, loin de là. Encore une fois, il finit blessé et la principale interrogation, c'est son physique. Comment est-il capable de tenir sur des longs combats comme ça, plusieurs heures? Est-ce qu'il va pouvoir enchaîner? Est-ce qu'il va faire un one-shot, un match et derrière déclarer forfait parce que son corps ne peut plus tenir tout simplement? Ça, c'est vraiment la principale interrogation. Après, c'est lié un peu avec les vidéos qu'on a vues lors de ses entraînements. On le savait que sur ses déplacements latéraux, côté revers, notamment dans des phases défensives, quand on commençait à trouver un petit peu d'angle, c'était très compliqué pour lui. Il était pris de vitesse parce qu'il ne se déplace plus aussi vite qu'avant. On a bien vu qu'au niveau de ses déplacements, il a perdu en qualité. C'est tout à fait normal au vu de son âge, au vu de ses blessures, au vu de l'intégralité de son parcours. Mais du coup, il est susceptible de se faire avoir dans ce compartiment du jeu-là, notamment sur ses défenses côté revers, où ça va être compliqué de remiser si derrière on l'attaque vraiment très vite, pleine puissance dans ce compartiment du jeu-là. Et ce que Jordan Thompson a merveilleusement bien montré, c'est la tactique pour battre Rafael Nadal sur dur. Djokovic l'a parfaitement montré dans le passé, à chaque fois où le Serbe n'a plus perdu contre l'Espagnol depuis l'US Open 2013. Mais c'est vraiment ça qu'il faut faire pour battre Rafael Nadal. C'est ce qu'a fait Jordan Thompson déjà à la relance. Il n'a jamais subi côté revers avec le service de gaucher. Il arrivait à couper ses trajectoires, à prendre la balle très tôt et dès le premier point, à agresser Rafael Nadal sur son compartiment coup droit. Pourquoi? Parce qu'on va lui jouer des balles frappées très à plat, très tendues dans son compartiment coup droit. Et derrière, il va perdre un petit peu de terrain parce qu'il n'a plus la capacité de aussi bien se déplacer sur le terrain que par le passé, ce qui est tout à fait normal comme on l'a dit précédemment, et de se remettre un petit peu au centre, ce qui fait qu'il va perdre du temps, il va perdre du terrain et derrière, tu l'isoles sur son côté coup droit, tu joues fort comme ça et lui avec sa préparation, ça va être compliqué de remettre, il va mettre des balles de plus en plus courtes et ensuite tu l'attaques plein revers, ce qu'a parfaitement fait Jordan Thompson, ce que fait merveilleusement bien Novak Djokovic également, et ça a mis en difficulté vraiment l'Espagnol dans ses phases de jeu. On l'a vu derrière, il n'arrivait plus forcément à couvrir le terrain. Et bilan des courses, une défaite en 3h25 pour l'Espagnol qui a eu encore une fois des balles de match contre Jordan Thompson et l'Australien qui a fait un très bon match. Mais encore une fois, voilà, un Nadal normal, un Nadal moyen doit gagner ce genre de confrontation. Et là, ça n'a pas forcément été le cas. Derrière, une micro-déchirure encore avec cette blessure
qui va le contraindre à être loin des cours, comme on a pu le voir, et surtout cette persistance à vouloir jouer sur dur, alors qu'on sait que Rafael Nadal, il pourrait optimiser son calendrier pour être prêt sur terre battue, mais il s'entête, il veut jouer sur dur. Et logiquement, Indian Wells, ça sera le prochain tournoi officiel de Rafael Nadal, étant donné qu'il a déclaré forfait à Doha. Logiquement, on devait le voir au Qatar. Ça ne peut pas être possible, étant donné qu'il a dit qu'il avait encore senti quelques gênes à l'entraînement, donc il décale son retour et qu'il a de fortes chances de le voir en Californie. Un tournoi où il a brillé, il l'a remporté 3 fois. On sait qu'il adore ces conditions, le désert californien, où sa balle va vraiment beaucoup gicler. C'est des conditions lentes, même si ça s'était mal fini la dernière fois en finale contre Taylor Fritz. Mais je pense que ça lui tient à cœur de participer à Indian Wells, et avant on le verra dans une exhibition contre Carlos Alcaraz à Las Vegas. Bon, là c'est pas forcément le meilleur choix, honnêtement. Toutes ces exhibitions que fait Nadal, pour moi c'est dispensable, mais bon, business is business et ça rapporte énormément d'argent. Là ça sera en plus diffusé sur Netflix contre un autre espagnol, contre Carlitos. Ce qui est intéressant, c'est de voir toutes les déclarations qui ont été faites avant Doha de la part du clan Nadal. Il y a eu Carlos Moya à Punto de Black dans une interview où il a expliqué justement que le changement de surface, c'était pas évident, et je le cite: s'il est vrai que la terre battue devrait être meilleure pour ses articulations, passer d'une surface rapide à la terre battue, retourner aux États-Unis et ensuite revenir à la terre battue, nous avons pensé que c'était un petit peu excessif. Après, Carlos, il a dit qu'il pensait que pour son poulain, il lui fallait encore 10 matchs pour atteindre son meilleur niveau. Donc avant, là, il en a fait 3 à Brisbane. Et c'est vrai que ça risque d'être compliqué si à chaque fois il a des obstacles comme ça, qu'il se blesse, qu'il doit faire une coupure pour encore mieux revenir. Et ce qui est intéressant, c'est que par rapport à sa retraite, Carlos Moya dit clairement que Nadal a gagné le droit de décider où, quand et comment l'Espagnol prendrait sa retraite et mettrait un terme à sa carrière. Et ça, il faut vraiment qu'on l'ait en tête. Ensuite, on a eu des déclarations de Nadal dans un premier temps qui disait qu'il déciderait au dernier moment s'il participerait ou non à Doha. Derrière, il a déclaré forfait pour Doha en disant qu'il comptait revenir à Indian Wells avec cette exhibition, que c'était l'un de ses objectifs contre Carlos Alcaraz. Et surtout, il y a eu une longue interview avec un média espagnol où Nadal s'est livré sur plein de sujets en disant déjà qu'avant Roland Garros, il annoncerait comment il voit les choses, s'il peut continuer ou non, ou s'il avait acté sa retraite, parce qu'encore une fois, c'est beaucoup de spéculatifs. Tout va dépendre de ses sensations d'ici Roland Garros. S'il se blesse à tous les tournois, forcément, à mon avis, ça va être compliqué. Par contre, s'il arrive à retrouver des sensations, un bon niveau de jeu, pourquoi pas faire durer un petit peu le plaisir. Mais je pense que ces 3 mois-là, ça va être très intéressant à surveiller les résultats de l'Espagnol, son état physique, également sa motivation, comment on va le voir apparaître sur les cours. Et il a également confirmé que Novak Djokovic, au vu des chiffres, était bel et bien le meilleur joueur de l'histoire du tennis. Bon, tout ça c'est bien beau, c'était du factuel, ce qui s'est passé à Brisbane, ces déclarations, mais qu'est-ce que j'en pense? Moi, quel est mon avis en tant que fan de l'Espagnol, comme tu dois le savoir? Déjà, si ce n'est pas fait, je t'invite à t'abonner à notre chaîne YouTube parce que nous, on décrypte l'actualité tout au long de l'année. On aide les passionnés comme toi. C'est vraiment notre passion. Donc, tu prends ta raquette, tu claques ton meilleur smash sur le bouton pour t'abonner et tu peux mettre un pouce bleu si ce contenu t'apporte de la valeur. Tout ce que je vais dire maintenant, cela n'engage que moi. C'est mon ressenti. Il n'y a pas de vérité absolue. Tu en fais ce que tu veux. C'est ce que je pense à l'instant T, juste avant le démarrage du tournoi de Doha où Rafael Nadal ne participera pas justement. Déjà, si on revient un petit peu sur ce qui s'est passé, il faut quand même se rendre compte que depuis novembre 2022 et la fin des ATP Finals, Rafa, il a disputé seulement 7 matchs avec 3 victoires, donc 2 à Brisbane, 1 à l'Open d'Australie contre Jack Draper en 2023. Mais c'est compliqué par rapport à ce qu'il a vécu en 2022, qui a été une très belle année. Peut-être un petit peu son dernier grand coup à l'Open d'Australie, à Roland Garros, avec cette histoire du pied et ce qui a un peu animé tout le premier semestre de l'année. Et là, on est dans une situation un petit peu problématique parce qu'il est revenu en début d'année à Brisbane, c'est très bien, mais on a clairement vu, et je pense qu'il savait, que ça allait être très compliqué de tenir la cadence d'un match en 5-7, de jouer là comme ça des gros combats tous les 2 jours. Et pour moi, ce n'est qu'une théorie, mais je pense qu'en arrivant à Brisbane, il savait qu'il n'avait pas de grande chance de faire l'Open d'Australie, en tout cas que son corps ne pouvait pas lui le permettre. Et je trouve que c'était un bon compromis, voilà, pour revoir entre guillemets une dernière fois son public australien, d'aller à Brisbane, pas forcément d'aller à Melbourne, même si on sait que voilà, par rapport à ces 2 titres en Grand Chelem là-bas, ça aurait pu être une très bonne chose. Mais ça me paraissait compliqué quand même de voir quelqu'un qui n'a pas joué 1 an vouloir concourir au premier Grand Chelem de l'année, dans ces dispositions qu'on l'a vu, et on l'a vu quasiment cuit au bout de 3 heures de jeu. Donc j'imagine que tu comprends la suite de mon raisonnement. Et pour moi, c'est la dernière saison
de Rafael Nadal et qu'il a envie vraiment de dire adieu dans les endroits où ça a compté pour lui par rapport à son palmarès, par rapport à ses sensations, par rapport à l'accueil aussi des gens. Et en début d'année, l'Open d'Australie, c'était trop tôt, ce format-là. Donc, un compromis d'aller quand même dans le continent australien à Brisbane pour voir ce public, c'était une bonne chose pour lui. Derrière, il y a cette blessure où j'ai trouvé sa communication pas spécialement alarmante. C'était une micro-déchirure. Il ne voulait prendre aucun risque. On l'a vu beaucoup plus triste dans ses déclarations. Donc c'est pourquoi j'ai eu l'impression que c'était vraiment convenu. Ce n'est que mon ressenti. Encore une fois, derrière, il y avait cette exhibition. Donc c'est vrai que quand tu entends Carlos Moya, tu vas pas jouer sur terre en février, tu vas pas revenir sur dur pour repartir ensuite sur terre. Ça n'a pas trop de sens au vu de son âge, au vu vraiment de l'adaptation qu'il doit avoir sur une surface. Donc du coup, comme il avait déjà prévu cette exhibition, et je pense que jouer à Indian Wells, ça compte pour lui, 3 titres. Là-bas, c'est pourquoi il n'a pas optimisé sa préparation terrienne en faisant la tournée en Amérique du Sud en février, et que du coup il pensait et il voulait jouer à doigts pour aller gagner quelques matchs, quelques points aussi pour retrouver un petit peu de rythme. Et derrière, Indian Wells, donc après logiquement ça serait Monte Carlo, Barcelone, etc., toute la préparation logique terrienne. Mais pour moi, je le vois vraiment comme une tournée d'adieu où il s'est dit ok, cette saison j'ai envie de me faire plaisir, d'aller là où ça compte. Pour moi, c'est vrai que j'aurais préféré, c'est vraiment mon avis, qu'il optimise sa préparation sur terre battue, qui se disent ok, cette saison j'ai envie de faire un dernier gros coup, de gagner potentiellement Roland Garros, c'est pourquoi pas, en optimisant, donc en venant sur terre battue, en faisant du rythme, etc. contre des mecs qui vont taper du fond, et derrière de faire une coupure et de revenir pour Monaco et les différents Masters 1000 sur terre. Je pense que ça aurait été une bonne option, en tout cas une bonne stratégie. Pas sûr que ça aurait été payant pour autant, mais si j'avais été lui, c'est comme ça que je l'aurais fait. Après, voilà, comme l'a dit Carlos Moya, par rapport à tout ce qu'il a entrepris et comment il a révolutionné le tennis, parce que c'est un énorme champion, 22 titres en majeur, il a gagné le droit de décider comment il veut terminer sa carrière. Donc là, aucun jugement sur ce qu'il fait. S'il pense faire les bons choix, que c'est ce qui lui fait plaisir, qui lui tient à cœur, tant mieux. Mais encore une fois, voilà, j'aurais pas fait ça. Et là où je suis encore moins d'accord, c'est par rapport à ces différents choix d'exhibition. Donc là, on l'a vu annoncé là en fin d'année, également à Las Vegas. Et là, ça commence à prendre la direction un petit peu d'une fin de carrière. La Roger Federer, qui qu'on se le dise, a été assez raté, même s'il y a eu ces belles images à la Lever Cup. Et là, honnêtement, ça va être compliqué de voir un Rafael Nadal partir au sommet, en tout cas sur cette saison 2024. Après, encore à voir comment ça va se passer dans les différents tournois, dans les mois à venir, pour voir ses sensations, s'ils se sont capables encore d'aller chercher quelques mois en plus, ou si vraiment 2024, ça sera sa dernière année. Alors oui, d'un point de vue pragmatique, rationnel, c'est impossible que Rafael Nadal puisse aller décrocher un gros titre cette saison. En fin d'année dernière, je le voyais au mieux prendre un Masters 1000 ou la médaille d'or en double aux Jeux Olympiques s'il y va avec Carlos Alcaraz. Mais à mon avis, voilà, si on est purement factuel par rapport à tout ce qu'on voit, il a toutes ses chances de se reblesser, d'en avoir marre, d'avoir une perte de motivation et de finir dans une exhibition comme Roger Federer. Néanmoins, si Nadal nous a appris quelque chose, c'est qu'il est capable de tout, des retours tonitruants en 2013, en 2017, également cette épopée légendaire à l'Open d'Australie 2022, à Roland Garros 2022. Et c'est un petit peu comme Novak Djokovic, où même si le Serbe menait en Grand Chelem 6-0, 6-0, 5-0, 40-0, je suis sûr qu'il y en a plein qui pensent que le Serbe est capable de renverser la situation, parce qu'avec Rafael Nadal, il y a toujours cette lueur d'espoir. C'est vrai que c'est un paradoxe vivant par rapport à ses choix, ce qu'il fait, mais il arrive toujours à mettre ce souffle épique, ce qu'il a fait tout au long de sa carrière, avec des retours, des comebacks, des renversements de situation, ce qui fait qu'à chaque fois, même si c'est juste ça, il y a des gens, et moi je serai le premier à y croire, qui est capable de faire quelque chose. Donc à voir ce que ça va donner. Bien évidemment, rien n'est fait. Et si quelqu'un est capable de nous faire rêver, c'est bien Rafael Nadal.